Et c'est le moment où parfois, ça peut arriver qu'on se dise, mais finalement, toutes ces cases que j'ai cochées, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça me convienne. Il a compris que mon amour ne dépendait pas de ses actes, de ses paroles et que c'était inconditionnel. Et ça a tout changé. Il a compris que, ok, j'ai mal agi, maman est en colère, mais ça ne change rien à l'amour que je lui porte et je trouvais ça vraiment puissant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis au volant de ma voiture et je voulais vous parler de l'épisode à venir. Donc aujourd'hui, je vais recevoir Mélodie au micro pour parler de cette fâcheuse tendance qu'on a à vouloir répondre absolument aux besoins de tout le monde et en fait de ne pas s'écouter, de dire oui, de ne pas oser dire non, d'éviter les conflits, de vraiment vouloir satisfaire le plus possible en fait la terre entière. Et en fait ça ne marche pas parce qu'on s'oublie, on oublie nos propres besoins, on oublie nos propres valeurs. Et en fait tout ce qu'on fait c'est d'aller contre notre nature et nous rendre malheureux, malheureuses. Et donc j'avais envie surtout d'accueillir quelqu'un de professionnel pour mettre des mots sur tout ça. Pour avoir un recul justement sur cette situation et quelqu'un qui a l'expertise pour en parler comme il faut, pour placer les bons mots, puis nous expliquer un petit peu d'où ça peut venir, c'est quoi le revers de la médaille, puis comment s'en sortir. Donc c'est un épisode qui, j'espère, vous plaira. Moi, il me parle énormément parce que j'ai eu ce syndrome de la bonne élève, comme on pourrait l'appeler. Et donc, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère sincèrement que vous allez prendre du plaisir à écouter Mélodie. Bienvenue dans l'Invisible, ton espace pour parler du corps, de l'esprit et de santé mentale. Ici, on brise le silence sur des sujets tabous comme notre rapport au corps, l'anxiété, les troubles alimentaires, la peur ou encore l'estime de soi. Je te partage mon vécu, des témoignages authentiques, mais aussi l'intervention d'experts spécialisés sur ces sujets. Ce podcast est un endroit sans injonction ni recette miracle, mais tu es ici en sécurité pour mieux comprendre ce que tu traverses ou ce que traverse un proche. Je souhaite t'apporter une meilleure connaissance de toi, de la bienveillance et de l'espoir. Je suis Déborah, bienvenue dans l'Invisible. Salut Mélodie, bienvenue sur le podcast. Salut Déborah, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors si ça te va, je vais te présenter puis tu pourras compléter si jamais je ne suis pas fidèle à qui tu es. Donc Mélodie, tu es coach professionnel certifié et thérapeute. Tu accompagnes entre autres les personnes qui se sentent en décalage, qui tournent en rond et qui traversent une perte de sens. Tu connais personnellement très bien ce syndrome de la bonne élève dont on va parler aujourd'hui. Hypersensible de nature, tu t'es toi-même longtemps oublié en t'adaptant constamment aux attentes des autres. Mais aujourd'hui, tu aides à remettre du mouvement et de la joie là où les choses sont figées. Tu allies le coaching, les thérapies brèves et l'analyse familiale et systémique pour dénouer l'invisible, les schémas inconscients et le miroir du passé qui nous empêchent d'avancer. Donc je suis heureuse de t'accueillir comme thérapeute, mais surtout comme femme pour une discussion à cœur ouvert et sans tabou. Merci beaucoup et merci pour ta présentation parce que parfaite quoi. Je vais la noter, je vais la garder. Je te l'envoie juste après par écrit. Alors, écoute, pour commencer la discussion, donc on va vraiment parler du fait de vivre pour satisfaire les attentes des autres et donc de s'oublier à cause de ça. Et donc pour lancer un petit peu la discussion, je voulais te demander pourquoi on est si démunis face à nos émotions. Parce qu'on a tendance à vouloir les contrôler, les cacher, on nous dit qu'il faut les laisser sortir, mais en fait c'est pas si facile. Donc on est vraiment perdu, j'ai l'impression, face à nos émotions, depuis plusieurs générations en plus. Donc je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus. Pourquoi ? Ouais, grande question. Et je pense qu'en plus ça traverse vraiment tous les âges. Parce que finalement qu'on soit enfant, jeune adulte, la gestion de ses émotions, ça reste toujours un sujet qui soulève des problématiques en fait. Et je pense que ça part déjà rien que le terme gestion des émotions. Parce que rien que quand on part sur ce terme-là, finalement,
gérer ses émotions, la gestion des émotions, il y a comme si on devait les dompter quelque part. Je vais apprendre à les gérer. Moi, je pense que le terme, il n'est pas très adapté. Parce que déjà, quand on part du principe qu'il faut gérer son émotion, c'est qu'on ne la laisse pas exister telle qu'elle est. Il y a une forme de contrôle direct. De contrôle. Tu vois, le dire, l'accueil des émotions, apprendre à être traversé par son émotion, à l'accueillir, à écouter peut-être ce qu'elle a à dire aussi. On est déjà dans comment je vais faire pour la maîtriser surtout. Un peu comme ça, tu vois, que je perçois moi le terme gérer. Or, une émotion, elle se maîtrise pas. Plus tu essaies de la maîtriser, et plus elle prend de l'ampleur. C'est vraiment comme un enfant qui va appeler sa maman, maman. Moins la maman va répondre, plus l'enfant il va être insistant, il va élever sa voix. Et donc l'émotion, c'est un peu pareil. Donc déjà, en disant qu'il faut maîtriser ses émotions, on est contre-productif finalement. Donc ça, c'est la première raison. Et ensuite, il y a aussi des émotions qu'on va qualifier inconsciemment de bonnes ou de mauvaises émotions à ressentir. La colère, c'est souvent une émotion qu'on ne sent pas légitime. C'est la patate chaude qu'on a envie de refiler vite, que j'en fais, tu vois. Et moi, c'est encore une émotion aujourd'hui avec laquelle je travaille parce que c'est pas naturel pour moi d'être en colère. Moi aussi. Et parfois, je sais pas quoi en faire. Oui, pareil. Puis j'ai l'impression que les gens savent pas quoi en faire non plus. Tu sais, que ce soit nos conjoints, la famille, etc. Quelqu'un en colère, c'est attention, on évite. Ça fait peur. Mais oui, totalement. Et en plus, moi, je trouve que là où c'est le plus flagrant, c'est quand on est parent et que quand notre enfant fait une colère, on va être là, mais calme-toi. Mais on dit à quelqu'un de se calmer. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, si je suis en colère, je me calmer, je vais pas me calmer. J'ai pas envie de me calmer. Ça peut avoir le don de m'énerver, encore plus. Et donc, en mettant comme ça les émotions dans des cases de ça, j'ai le droit de ressentir, mais ça, la colère, c'est pas bien. Si j'ai de la colère, souvent, quand on est enfant, un enfant en colère, il est pas sage, il est capricieux. Donc, en fait, c'est pas une bonne émotion dans le collectif, tu vois. Donc, finalement, on nous apprend pas à la ressentir, on nous apprend pas justement, qu'est-ce que j'en fais quand j'ai cette colère-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Exact. Et donc finalement, c'est de là que ça vient. Parce qu'en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, on nous a pas appris. Donc forcément, en tant qu'adulte, nous-mêmes, on ne sait pas gérer. Et c'est pas comme ça qu'on va aider nos enfants aussi à accueillir ces émotions-là. Puis ça se répète, parce que j'imagine qu'on observe nos parents gérer la colère. Nous, on peut reproduire ça, etc. face à nos enfants. Enfin, ça peut vraiment se perpétuer longtemps, quoi. Exactement. Et même moi qui travaille en transgénérationnel, il y a des colères qui sont même liées à des événements qui n'appartiennent pas à la personne aujourd'hui dans sa vie. Et comme cette émotion-là, à un moment donné, n'a pas été accueillie avec l'événement qui a été vécu par un ancêtre, un grand-parent, l'émotion, elle a traversé les générations, en fait. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas su la nommer, on n'a pas su, juste lui donner sa place. C'est ça. Dans l'histoire. Et puis on ne sait pas d'où ça vient, on la garde, et puis j'imagine qu'on est un peu dans l'incompréhension quand ça vient comme ça d'autres générations. C'est encore plus dur, je pense, à déterminer la source, en fait. Oui, d'avoir les clés, de savoir quel est le déclencheur, pourquoi à ce moment-là ça me met en colère, il y a tout ça aussi qui rentre en compte, évidemment. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a un lien avec le fait de porter un masque? Parce que, tu sais, comme on camoufle souvent nos émotions, on ne sait pas les gérer. Il y a des situations de vie où on doit juste faire acte de présence ou en tout cas donner le change avec des gens. Donc est-ce que le fait de renier ses émotions ou de vouloir les contrôler ou de vouloir les cacher, est-ce que ça apporte facilement le fait de porter un masque dans sa vie? Est-ce que ça peut venir de ça? En fait, moi là où je fais les liens, c'est que finalement tu vois, même quand on dit par exemple que l'amour des parents est inconditionnel envers les enfants. Et souvent, sans le vouloir, on va véhiculer des messages où je t'aime à condition que. Je t'aime à condition que tu sois sage, gentil,
que, je sais pas moi, que tu fasses les activités que j'ai envie que tu fasses, que tu fasses tel métier. Et donc finalement, l'enfant, lui, il n'a pas la prise de recul nécessaire pour se dire, bah non, mon parent m'aime quoi qu'il arrive. Par contre, il va faire des liens. Et tu vois, en analyse transactionnelle, par exemple, on va parler des drivers. Il y en a 5. Il y a le sois parfait, fais des efforts, dépêche-toi. Et j'en ai oublié. Sois parfait, fais des efforts. Bah, tu vois, j'ai un... C'est pas grave, ça donne déjà une bonne idée. Puis le dépêche-toi, mon Dieu, coupable 100%. Et en fait, à partir de là, bah, quand tu as un parent justement qui va t'inculquer ça, c'est ok, mon parent m'aime à condition que. Ouais. Donc toute ma vie, en fait, je vais être programmée pour me dire, on va m'aimer, on va m'accepter, si et seulement si j'endosse ce rôle-là. Et donc je vais me mettre ce masque à ce moment-là. Et je vais le garder après, parce qu'on se construit autour de ça, ça devient identitaire après. C'est ça. Et donc à un moment donné, bah, les masques font partie de nous et on sait même pas en fait, on se rend même plus compte que c'est un masque. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison, on se construit autour de ça, donc après on sait plus faire autrement en fait. Les années passent, puis ça a été ta base de construction, donc c'est encore plus compliqué à défaire. Puis j'ajouterai une phrase que je dis à mon fils souvent, si ça peut aider des gens, parce que des gens, ceux qui nous écoutent. C'est une phrase, alors je sais pas si je l'ai lu quelque part ou je l'ai entendu dans un film, mais je l'ai testé sur mon fils. C'est parce que je sais plus, j'avais dû le réprimander sur quelque chose et il était un peu grognon parce qu'il avait, en fait je voyais qu'il avait l'impression d'être dans une espèce d'échec au moment de se coucher. Parce que maman était en colère, etc. Et je lui ai dit, Harry, il s'appelle Harry, je t'aime, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, pour vraiment détacher sa valeur de ses paroles et de ses actes en fait. Et là j'ai vu un switch, j'ai vu son corps se détendre, le regard se rallumer, et j'ai fait oh yeah, c'était la bonne phrase, il a compris que mon amour ne dépendait pas de ses actes, de ses paroles et que c'était inconditionnel. Et ça a tout changé. Il a compris que, ok, j'ai mal agi, maman est en colère, mais ça ne change rien à l'amour que je lui porte et je trouvais ça vraiment puissant. Donc c'est une belle phrase à tester quand on est un peu trop dans les rapports conflictuels, je trouve. Ça permet de les apaiser au-delà de tout ça. Ouais, complètement. Ouais, et ça, c'est hyper important en fait, parce que, enfin, de répéter ce genre de phrases-là aux enfants. Parce que pour nous, ça paraît évident. Bah non, bien sûr que je... Bah oui. Sauf que l'enfant a besoin de l'entendre. Et après, l'enfant a besoin de l'entendre, mais surtout qu'il va croire que ce qu'il voit. On ne peut pas les entourlouper. Donc en fait, c'est vraiment par les actions que les enfants vont se rendre compte. Et du coup, après, ils vont tester. Moi, je sais que ma fille, justement, je lui explique beaucoup aussi. Voilà, maman à ce moment-là était en colère, mais c'est pas contre toi, c'est la maman, ou maman t'aime quoi qu'il arrive, etc. Mais quand je lui dis ça, derrière, elle va me refaire des scènes pour tester si ce que je viens de lui dire... Est-ce que c'est vrai, quoi? Donc, ouais. Ouais, pas facile. Pas facile. Et entre-temps, ça m'est revenu mes 2 drivers qui me manquaient. Vas-y. Il y a aussi le fait des efforts et sois fort. Sois fort, ah oui. Oui. Donc, ne pleure pas, etc. Ouais. Bon, ils étaient importants ceux-là, donc je suis contente qu'ils soient. Ouais, le sois fort, j'aime beaucoup. On a tendance à pousser un peu les enfants qui réussissent dans la vie, où il est tombé, il se relève. Enfin, pour plein de sujets, on a tendance à les pousser, en fait, tout simplement. Mais sauf que des fois, ça peut être un peu too much, comme on dit. Donc, ouais, hyper intéressant. Et qu'est-ce que ça peut être l'impact, en fait, de ça à long terme? C'est quelqu'un qui se construit autour de ça. Bah, rendu à l'âge adulte, à quoi ça ressemble en fait? Et j'imagine qu'il y a plein de séquelles. Rendu à l'âge adulte, et je pense que c'est le cas quand même pour beaucoup d'adultes, hein, finalement, c'est se rendre compte à un moment donné, et généralement c'est pour ça qu'on parle souvent de crise de la quarantaine, parce que c'est un moment de vie où souvent on a eu une carrière, un métier, on établit peut-être au niveau de sa famille, d'une relation de couple, peut-être qu'on a des enfants, mais en tout cas on a fait déjà un bon bout de chemin. Et c'est un peu le moment du bilan, les 40 ans, l'approche de la quarantaine. Et c'est le moment où parfois ça peut arriver qu'on se dise mais finalement toutes ces cases que j'ai cochées,
aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça me convienne. Est-ce que je suis vraiment dans ma vie à moi ou est-ce que je me suis construit une vie qui finalement répondait aux attentes des uns des autres. Ouais. Une vie qui justement répondait à ces masques, mais qu'aujourd'hui, ces masques-là, je me rends bien compte qu'ils ne m'appartiennent pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé là? On est rendu là. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se reconnecter à soi, à ses besoins, à ses propres limites aussi. Parce que comme on disait tout à l'heure, justement, la colère, etc., c'était déjà des messages qu'on n'a pas forcément écoutés avant. Ouais. Donc, quand il y a une colère, c'est qu'il y a une limite qui est franchie, c'est qu'il y a une valeur qui est touchée. Sauf que si on n'écoute jamais ces messages-là, bah, en fait, on ne sait pas où elles sont nos limites. C'est vrai. On ne sait pas quelles sont nos valeurs. Bah, si ma valeur, ça doit être celle-ci parce que ça fait un peu bien, c'est ce qu'on dit, le respect, ok, mais les miennes, à moi, vraiment, c'est quoi? Exact. Donc c'est ça qui risque de se passer, en fait, à l'âge adulte. Ouais, puis... Et on se coupe de nous-mêmes et les décisions qu'on prend, les comportements qu'on a ne nous appartiennent pas complètement. C'est ça. Ok. Mais d'ailleurs, tu sais, je pense que ça crée des conflits un petit peu dans la vie quand tu agis. Quand tu ne sais pas tes valeurs, tu adoptes des comportements ou tu fais des actions qui, sans le savoir, sont contre tes valeurs profondes. Et en fait, tu sais, t'es pas vraiment à ta place dans la vie à ce moment-là. Enfin, tu sais, tu as un espèce de mal-être, tu te sens un peu à côté de la plaque, tu sais pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, tu réponds pas à tes propres valeurs, tu es en train d'agir à l'inverse de tes propres valeurs. J'ai pas d'exemple, mais je trouve qu'il y a une... Ça peut être dans le travail, souvent ça peut être ouais. dans le travail. Mettons, tu fais une grande carrière dans, je sais pas moi, une entreprise et puis tes valeurs, toi, ça va être, je sais pas, ça va être le côté humain, vraiment prendre soin, etc. Et tu te retrouves dans une entreprise qui met que l'accent sur la performance. Bah, ça va aller pendant des années parce que tu dis, bah non, mais c'est comme ça, puis j'ai un super job, j'ai un super salaire, tout le monde rêverait d'avoir ce job-là, puis un jour tu te dis, mais en fait, là, le conflit de valeurs devient tellement grand que tu peux plus rester, en fait. Ouais, ça me parle. Ça me parle. Oui, bah, je fais le lien parce que c'est vraiment pas long, je fais une parenthèse, mais tu vois, j'ai créé mon entreprise, je me suis mis en freelance en 2020. J'ai créé une agence marketing sur le modèle de toutes les agences marketing dans lesquelles j'ai travaillé avant. C'était un modèle que je connaissais. Puis là, je voulais vraiment prouver que je pouvais prendre ma place, puis faire quelque chose. Puis j'étais à fond dans la performance. J'avais pas non plus évolué personnellement comme aujourd'hui, en fait. Donc c'était vraiment il y a 6 ans, donc j'étais différente. Et en fait, petit à petit, l'entreprise a évolué. C'est sûr que j'ai toujours mis de l'avant le fait de travailler avec des clients liés au bien-être, au mieux-être, etc., à la santé. Donc, il y avait ce rattachement quand même à mes valeurs. Mais j'étais dans un modèle très rentabilité, business model, performance. En plus, on fait des campagnes publicitaires, donc on parle de chiffres tout le temps. Et en fait, tu vois, petit à petit, donc je l'ai relié au fait de travailler avec des entreprises, des entrepreneurs qui agissent pour notre mieux-être. Et j'ai créé donc récemment le podcast L'Invisible parce que en fait ça marchait plus. J'étais dans un modèle de performance, de prouver ma valeur par la performance, ce par quoi j'ai toujours fonctionné en fait dans le passé. Et à un moment donné, tu dis bah non, je vibre pas. je me pose 10 000 questions, j'ai l'impression que ça... Puis la sauce elle prend pas comme je voudrais. Et en fait, au bout d'un moment, t'es obligé de dire mais est-ce que j'aime ce que je fais, est-ce que je vais dans la bonne direction, comme tu disais, il y a un moment donné ça bloque en fait. Donc c'est très parlant ce que tu dis, je me reconnais beaucoup à travers cette expérience là. Donc et moi je l'ai vécu aussi et je pense qu'on est plusieurs à vivre à le vivre. Et je sais pas toi, mais moi je sais que c'était arrivé un moment où c'était physique en fait. C'était le corps aussi qui se mettait à parler à ce moment. Ouais, c'est clair. Tension interne, mais vraiment à l'intérieur du corps aussi. Ouais. Non, c'est vrai. Et quand c'est le corps qui envoie des signaux, c'est que vraiment on n'a pas entendu. Il est déjà trop tard, enfin pas trop tard, mais c'est bien avancé quoi. Il y a le moment de réagir. Ah non, je seconde totalement. Puis pour en revenir aussi, tu sais, à se reconnecter à soi, je trouve que ça crée aussi... Tu sais, t'arrives vers la quarantaine, t'as toujours fonctionné d'une certaine manière, ta famille te connaît d'une certaine façon, tes enfants te connaissent d'une certaine façon.
Là encore, ce que je dis, c'est du vécu. Là, je partage concrètement ce que je vis en ce moment même. Et quand tu reconnectes avec qui tu es, tu découvres tes propres besoins, ce que tu aimes, un nouveau rythme, etc. Bah en fait, je trouve qu'il y a un moment donné, il faut prendre la parole et communiquer parce que eux ne voient pas forcément ce changement arriver, puis ils vont pas comprendre tes réactions. Oui. Je trouve que si tu sais, ça crée au bout d'un moment un conflit, je sais pas comment expliquer ça, mais tu as besoin de parler pour que l'autre comprenne là où tu es rendu parce que tu as évolué et puis tu as peut-être d'autres envies. Tu sais, les années passent, surtout au sein d'un couple, 10, 15, 20 ans après, tu n'es peut-être plus exactement la même personne, quoi. Ouais, complètement. Et là, je te rejoins aussi parce que c'est vrai que moi, quand j'ai quitté l'entreprise et que j'ai commencé à me former, tu vois, la PNL, la hypnose, etc., à chaque fois que je revenais de formation, j'avais évolué, en fait. J'avais des prises de conscience. Ouais. Et pour mon conjoint, à chaque fois, je sais que c'était pas facile à gérer derrière parce que c'est comme si la personne nous échappait aussi. C'est ça. Quand on se met en couple, on se met avec la personne telle qu'elle est à ce moment-là. Ouais. Mais du coup, quand elle évolue, c'est comme si cette personne-là, le conjoint peut avoir peur qu'elle disparaisse. En C'est fait. ça. Se dire, et cette personne que je ne connais pas ou que je ne connais plus. Et puis, en parlant de systémie, un système, il va fonctionner parce que chacun a sa place, tu vois, Ouais. et puis c'est des rouages, voilà, bien huilés, etc. Mais quand tu as un morceau du système qui change, c'est tout le système qui change. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est aussi le temps que tout le monde s'ajuste, reprenne une autre place. C'est ça. Et que les repères, pareil, s'ajustent en fonction. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, ça peut mettre... toute une famille ou même les amis qui disent mais je te reconnais pas, qu'est-ce qui se passe non, c'est vrai, c'est pas... relation, ça fait changer de plein de choses en fait. C'est ça, ouais, c'est pas évident, je trouve. Il y a un impact. Alors c'est super bien pour soi parce qu'on évolue, puis on se connaît, c'est une certaine. Parfois c'est des révélations, puis c'est épanouissant. Mais en fait, le reste de notre vie est bloqué sur notre ancienne nous, en fait, et c'est un peu compliqué. Et tu vois, il y a des choses toutes simples, je trouve, dans le quotidien. Je donne un exemple, mais tu vois, pour moi, les soirées, la routine des enfants est passée. Puis, ce qui a toujours été, c'est tu te mets dans le canapé avec ton conjoint devant la télé, devant un programme que tu ne regardes pas. Tu te mets à scroller sur ton téléphone, puis t'es trop fatigué pour avoir une vraie conversation. À qui ça parle, ça? Eh ben, tu vois, moi, je suis plus capable. Fatigué ou tu préfères... Oui, c'est ça. C'était trop fatigué ou tu te dis mon téléphone va mieux me relaxer que mon conjoint, ma conjointe à discuter avec moi. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais tu vois, moi je suis plus capable de faire ces soirées-là aujourd'hui parce que je sais que dans mon rythme à moi, si je m'écoute moi, après les enfants, etc., en fait j'ai envie de me mettre dans ma bulle, j'ai envie de lire, j'ai envie d'écrire, j'ai envie peut-être de prendre le temps de me démaquiller, de prendre un bain, j'en sais rien, mais en fait c'est le moment, si tu prends pas ce moment pour relaxer, si tu as 1 heure ou 2 devant toi en fin de soirée, c'est déjà pas mal. Si tu la prends pas juste parce que faut être en couple, on s'est pas vu de la journée, donc on reste avec l'autre, mais en fait c'est pas du temps de qualité du tout et tu as le droit de prendre ce temps pour toi. Moi en tout cas aujourd'hui j'ai appris à le prendre et je ne peux plus faire autrement, mais c'est pas grave, je veux dire c'est une adaptation, tu peux en parler en couple et il vaut mieux se retrouver à d'autres moments comme tu sais un soir t'auras pas envie de lire, t'auras pas envie d'écrire, t'auras pas envie de prendre soin de toi, tu pourras juste regarder un film à deux sans discuter, mais voilà, t'es ensemble devant un programme qui te plaît à chacun. Et je trouve que ça, tu sais, des fois on se met des barrières en fait, on est bloqué dans une routine, dans un système, et puis en fait on a le droit de le casser pour suivre notre propre rythme. Et je trouve ça terriblement dur à mettre en place finalement. Ouais. Oui, et puis et en plus il y a quelque chose qui est hyper important aussi dans ce que tu viens de dire. C'est que très souvent, ce que je peux observer, ce que j'ai pu observer chez moi aussi, et ce que je peux observer aussi chez mes clients, j'allais dire clients, mais c'est souvent clientes. Tiens. Et qu'en fait, quand on ne s'autorise pas à faire différemment, par exemple, non, mais on a un couple, on s'est pas vu de la journée, donc c'est quand même bien de passer du temps ensemble. Et donc on se leurre un peu en disant je vais rester à côté sur le canapé à regarder un programme que personne ne regarde, et voilà. Mais au moins, je maintiens
je maintiens ce lien. C'est ça. Je fais ce qu'il faut. Donc, c'est aussi s'autoriser à dire, bah non, mais moi, c'est pas ce dont j'ai besoin. Mon conjoint, sur tel ou tel aspect, il peut pas m'apporter ce dont j'ai besoin parce que lui, par contre, regarder la télé comme ça lui convient. C'est ça lui convient. En fait, ça devrait être OK aussi de Ouais. pas... voilà. Et en fait, de s'autoriser à dire, bah non, mais moi, en fait, je vais répondre à mes besoins. Bah, c'est aussi un cadeau qu'on fait à l'autre. Parce que souvent, ça peut se produire, et là, encore une fois, je vais parler personnellement, c'est que moi, j'étais arrivée à un stade aussi où je ne réponds pas à mes propres besoins, mais j'en veux à mon conjoint de ne pas répondre à mes besoins. C'est ça c'est classique. Alors que lui n'a rien demandé, et lui, ça lui va très bien, en fait. Exactement. C'est là où on a des phrases comme on se prend trop la tête, c'est compliqué. Oui, mais c'est ça. Et donc finalement, en répondant à ses propres besoins sans attendre que ce soit l'autre qui le fasse, bah, c'est aussi un cadeau qu'on fait à l'autre en lui relâchant cette pression-là. Parce que, comme tu dis, en plus, quand on est en couple depuis plusieurs années, peut-être que les besoins ont évolué l'un et l'autre, et que si l'un se ressourcer, ça passe par regarder la télé, et que l'autre a besoin d'autre chose, bah, c'est important que les deux puissent répondre à leurs besoins, en fait. Ouais. Après, c'est ça que je trouve, ça peut être un beau cadeau parce que tu ouvres aussi les yeux à l'autre, de montrer une voie que lui aussi pourrait se demander, tu sais, c'est quoi ses besoins, parce qu'il peut être aussi dans une espèce de routine, et je trouve que c'est un peu montrer un exemple aussi. Si la personne est réceptive et a envie de se poser ses questions, il peut dire tiens, ça lui fait du bien, je vois qu'elle est plus détendue, et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce qu'il a du temps libre, je suis plus là à certains moments parce que je préfère être dans ma bulle. Bah voilà, c'est peut-être l'occasion pour lui de faire aussi des choses qu'il aime. Donc finalement, ça peut être bénéfique pour les deux, c'est vrai. Ouais. Oui, puis je trouve justement, on parlait de colère tout à l'heure, mais quand il y a cette colère parfois qui peut monter sourde, qu'on n'exprime pas forcément parce que le reproche va pas être dit clairement parfois. Donc, j'aimerais que ce soit différent, mais juste le fait de faire différemment pour soi, du coup il n'y a plus de raison d'en vouloir à l'autre. C'est ça. Donc ça apaise aussi les relations. Non, c'est vrai, c'est le raccourci facile entre guillemets d'en vouloir à l'autre. Je sais pas si c'est facile ou naturel, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont ce réflexe là d'aller en vouloir à l'autre personne, mais je sais pas. Alors après, on parlait des masques et tout ça tout à l'heure, mais ça fait... En fait, tout ça, ça se rejoint parce que si je ne pose pas mes limites, parce que j'ai peur de ne pas être aimée si je pose mes limites et que je dis clairement les choses, du coup, je ne donne pas la possibilité à l'autre de connaître mes limites puisque je ne les expose pas, je ne les dis pas. Donc, je vais en vouloir un peu à l'autre de ne pas les deviner, sauf que, voilà. C'est pas possible. C'est que ça marche pas. Il y a cette espèce de lutte, encore une fois, de j'aimerais qu'ils comprennent ou qu'elles comprennent mes besoins sans que j'ai à lui dire, parce que moi ça me coûte trop de les dire parce que j'ai peur de perdre la personne et le lien. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui peut pas fonctionner à un moment donné. Ouais, exact. Hyper intéressant. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. En tout cas, je l'espère que ça parle à ceux qui nous écoutent. Pourquoi on s'enferme dans ces schémas-là? Et c'est un peu une double question, mais comment on fait pour les premières étapes en fait, pour aller un peu plus à la rencontre de soi-même, savoir nos besoins, les reconnaître, les exprimer? Est-ce que quelqu'un qui est bloqué dans ces schémas-là, il aurait une voie, une solution, un premier pas pour changer en fait? Alors déjà, la première question, c'est pourquoi on s'enferme dans ces schémas. C'est que il y a deux réponses à ça. La première, c'est que le cerveau préfère ce qu'il connaît. Donc en fait, ça assure une sécurité, et c'est pour ça aussi qu'il y a des situations qui sont invivables où les personnes vont rester. Parce que le cerveau, c'est un peu la petite voix qui va dire oui, mais d'accord, mais ça se trouve c'est pire à l'extérieur. C'est ça, donc c'est confortable. C'est plus simple. Exactement. Donc en fait, le cerveau, pour lui, c'est plus confortable de rester même dans l'inconfortable et que ça ne bouge pas. Et encore plus quand il y a eu des traumas, des choses lourdes derrière. Donc ça, c'est la première réponse. C'est vraiment d'un point de vue construction du cerveau. Le cerveau n'aime pas trop le changement. Et le deuxième, c'est que tous ces schémas-là, quand ils sont là depuis l'enfance, ils sont devenus identitaires. Donc,
une fois que c'est devenu identitaire et que c'est collé enfin, que j'ai l'impression, parce que encore une fois, bien sûr que ça se décolle, mais quand j'ai l'impression que ça fait pleinement partie de moi et que ces comportements, je suis comme ça en fait, je suis timide. Toutes les étiquettes qu'on peut se donner et tout ce qu'on nous a donné aussi dans l'enfance. Hein. Elle, de toute façon, elle est timide. Elle est très gourmande. C'est un mieux 4 balles. En fait, tout ça, ça fait partie de mon identité. Et donc, arrivé à l'âge adulte, oui, j'ai envie de changer, mais si on m'enlève ça, je suis qui en fait. Donc, ça peut faire très peur. Ça peut faire vraiment très peur. Et ça se voit aussi dans même les pertes de poids, par exemple, ou les choses comme ça. C'est que finalement, oui, j'ai envie de perdre du poids, mais en fait, je me suis toujours connue en surpoids, aimant beaucoup manger, etc. On m'enlève ça. Qui je suis. Je suis qui Est-ce qu'on va autant m'aimer? Est-ce que je vais être autant rigolote? Parce que souvent, il y a des associations d'art comme ça. C'est ça. C'est la joie de vivre, etc. Elle aime manger. Donc, est-ce qu'on m'enlève ça? Je suis qui? Donc, il y a ça aussi qui fait que les schémas restent en place. Parce que ça fait peur. Tous mes repères vont être mis par terre. Tout à l'heure, tu disais, quand justement tu changes, c'est super pour la personne qui change, c'est plus compliqué pour l'autre. Mais je sais pas toi, mais moi, il y a eu des phases de changement qui étaient horribles à passer. Ah oui. Ah oui, complètement. C'est pas juste... je suis à un point A, j'arrive à mon point B, c'est génial. Pas du tout. Les deux, ça peut être compliqué. On perd le sens, on perd nos repères, on ne sait plus qui on est. Enfin, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc c'est là aussi où c'est intéressant parfois de se faire accompagner parce qu'on se sent moins seul. Il faut répondre à nos questions, etc. Mais voilà, en tout cas, pour répondre à cette question-là, des schémas, c'était ça les raisons principales. Et après, comment on peut faire différemment? Déjà, quand il y a la prise de conscience, c'est le début finalement. Quand on arrive au stade de ok, là ça y est, je sais que quelque chose doit changer, je sais pas encore quoi, je sais pas encore comment, mais je sais que là il y a quelque chose qui doit changer, ça marque le démarrage. Il y a déjà un processus qui est enclenché. C'est vrai. Et une fois qu'il est enclenché, j'ai envie de dire, faire marche arrière, c'est compliqué. Une fois qu'il y a la prise de conscience, on peut plus faire comme si on ne savait pas qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc on peut ralentir, on peut essayer de reculer pour mieux sauter, mais en tout cas, il y a un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Exact. Et donc là, c'est le moment où c'est s'autoriser en fait aussi. S'autoriser à se dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, même si sur le papier, je n'ai aucune raison pour que ma vie n'aille pas bien. Exact. Ça, c'est très, très puissant ce que tu dis. Et ça, je pense que ça, effectivement, c'est hyper important parce que le premier truc qui arrive, c'est mais non, mais j'ai aucune raison de vouloir changer quoi que ce soit. En fait, la vie que j'ai, c'est celle que j'ai toujours voulu. C'est ce que les gens, quand ils me voient, ils me disent que j'ai de la chance parce que justement, j'ai un super boulot, j'ai un mari, une femme, des enfants, une belle. Et en fait, et moi, je suis pas heureux ou heureuse là-dedans. Donc en plus, il y a la culpabilité qui arrive. Donc c'est compliqué ce moment-là. Donc le premier truc, c'est de s'autoriser à dire il y a quelque chose qui va pas, je vais aller écouter ce qui va pas à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est un point de départ essentiel. Et après, c'est de comme si on s'observait un peu, de se dire quand je fais telle chose, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais parce que je pense que c'est ce que je dois faire? Est-ce que je le fais parce que c'est important pour moi, pour mes valeurs, ou est-ce que c'est peut-être une phrase que ma mère me dit? En fait, c'est commencer à prendre une espèce de recul sur ce qui est en train de se jouer pour commencer à se reconnecter à ses propres besoins, justement. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais abstraction de ce que les autres, de ce que je pense que les autres attendent de moi. C'est toujours cette phrase-là. Oui, c'est ça. Je pense que les autres attendent de moi, parce qu'en plus, on est tous et toutes, mais des professionnels de l'interprétation de ce que les gens pensent. Tout à fait. On peut se faire un monde, on peut se faire des idées reçues facilement. Exactement. Et donc voilà, et ça marque ça marque vraiment le début de ce passage, j'ai envie de dire. Ouais. Mais tu as raison, faire marche arrière, c'est presque en tout cas à mon sens, c'est pas possible. Tu peux pas faire marche arrière.
ou alors tu vas retomber dans des choses et tu vas faire une marche arrière, mais c'est pour, comme tu dis, mieux revenir, parce que une fois que tu as eu la conscience de ça, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, tu n'arrives pas à avancer avec ça, je pense. Ouais. Ou alors c'est ton corps à un moment donné Voilà, qui va vraiment c'est ça. plus pouvoir fonctionner, quoi. Exactement. Et j'ai bien aimé aussi ce que tu as dit sur parce qu'on parlait vraiment des avantages, c'est génial, on retrouve nos besoins et on essaye de faire en sorte que la famille suit et tout. Mais avant ça, il y a quand même ce processus extrêmement douloureux d'évolution, de travail sur soi. Puis on parle souvent de développement personnel, c'est un nom qui peut être discutable, discuté. Mais travailler sur soi, faire du développement personnel, le vrai développement personnel, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et de prenant dans une vie. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Quand on travaille sur soi comme ça, comme tu dis, il y a des émotions qui reviennent, il peut y avoir des pertes d'identité. Enfin, c'est vraiment un cheminement personnel et difficile où les membres de notre famille, nos proches, ne sont pas forcément aptes à comprendre aussi. Donc, comme tu disais, se sentir moins seul, là, c'est hyper important, que ce soit en consultation ou autre. C'est vraiment d'avoir quelqu'un d'extérieur, en fait, pour nous aider, en fait, parce qu'on est seul face à cette expérience qui est vraiment douloureuse et intense. Et tu fais bien de le rappeler, c'est pas anodin, quoi. Ouais, et merci d'insister là-dessus, parce que pour moi, c'est hyper important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle, comme tu dis, de développement personnel, et j'aime pas trop ce mot-là, voilà. Et de programmes transformationnels. On arrive à une transformation à la fin. Déjà, pareil, transformation, j'aime pas non plus, parce que c'est comme si, en fait, encore plus que développement personnel, je crois que c'est l'inverse, en fait. Au lieu de faire du développement personnel, moi je suis plus dans non, en fait c'est plus développer, c'est accepter ce qui est là. Oui. C'est plutôt ça, parce que se développer, pour moi c'est plutôt ce qu'on a tendance à faire tout le temps, de vouloir se développer, être meilleur, la meilleure version. Mais tous ces termes-là, pour moi, encore une fois, ils sont un peu contre-productifs, et pour moi ils vont à l'encontre de notre rencontre envers nous-mêmes, parce que tant que tu travailles sur toi, c'est encore ça, quoi. Je vais travailler sur moi, la meilleure version de moi-même. En fait, tu es toujours dans la performance. C'est ça. À ma perception, c'est ça que ça renvoie. Là, pour moi, quand tu arrives vraiment à ce moment-là, c'est en fait, oui, c'est justement, j'arrête de me développer. Là, c'est la rencontre avec moi-même. Oui. Et effectivement, c'est pas une belle transformation à la chenille qui devient papillon d'un coup. Là, c'est tout le processus entre les deux. C'est une vraie progression étape par étape qui n'est pas linéaire, où c'est pas toujours comme ça, et on se pose beaucoup de questions, et ça peut être douloureux. Et c'est pour ça aussi que quand on va en séance avec peu importe le praticien, faut se dire que la personne en face, elle aura pas la baguette magique pour que ça se passe de manière magique, cette transformation-là. Il y aura forcément des passages qui pourront être plus difficiles que d'autres, et il y aura des ressources, des choses c'est à la personne d'aller les chercher aussi. Personne peut faire le travail à notre place, en fait. Non, et puis j'ai envie de te dire, personne ne peut le faire mieux que soi. Même, ouais. C'est vrai. Parce qu'en donnant des conseils, même d'ailleurs, et c'est pareil, quand on donne des conseils, etc., c'est une projection qu'on a sur l'autre, donc ça ne correspond pas à ce que vit la personne, ça ne correspond pas à ses besoins, à ses ressources. Toi, Déborah et moi, on peut avoir la même problématique et ne pas du tout avoir besoin des choses pour aller mieux après. C'est vrai. Et ça, c'est important aussi. Ouais, c'est vrai. Que ce soit toujours la personne qui détient ses clés, ses ressources, que ce soit praticien, coach, psy, tout ce qu'on veut, la personne elle est là pour être un miroir, et que la personne puisse trouver en elle-même ses ressources, son rythme aussi d'avance, son chemin, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Propre à chacun. Puis comme tu dis, j'aime beaucoup cette notion, en fait, on n'est pas dans le développement, c'est même peut-être pas un retour en arrière, mais cette notion je dis toujours cette image, mais de plonger à l'intérieur de soi, tu sais, de ralentir, de baisser un peu toute cette pression. Et en fait, c'est d'en faire moins, tout simplement. C'est juste d'écouter. Alors, je sais que ça paraît très cliché, très très cliché, mais tu vois, moi, je me suis mis au yoga, je me suis mis à la méditation. Oui, c'est hyper cliché, mais en fait, c'est des techniques qui te permettent
vraiment de ressentir tes émotions, qui tu es, ressentir ton corps. Moi qui ai vécu des troubles alimentaires, ça m'a aidé à me reconnecter à mes sensations physiques, à mes sensations corporelles, mes émotions aussi. Et en fait, c'est être beaucoup moins dans le mouvement finalement. C'est vraiment de prendre le temps de ressentir, de conscientiser. Et ensuite, tu fais des mouvements, tu changes des choses, tu vas être plus dans justement ce mouvement qui vient après. Je ne sais pas si j'ai tort ou pas, mais je le vois vraiment comme ça. C'est qu'il y a vraiment ce travail de ralentissement avant de prendre des actions concrètes. On les prend quand on est prête, j'ai l'impression. Ouais, et moi, l'image que j'ai, c'est en fait, tu commences par remettre du mouvement, mais à l'intérieur. Mm-hmm. Et le mouvement se fait à l'extérieur. Exact. Parce que rien qu'en regardant à l'intérieur de toi, bah, tu remets du mouvement justement sur ce qui se joue là, en portant l'intention ici, tu vois. En revanche, effectivement, c'est d'abord je vais regarder là, et après, potentiellement, il y a des actions qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont bouger à l'extérieur. Mais c'est d'abord à l'intérieur, effectivement, que ça se joue. Et tu dis que c'est très cliché, mais au final, on parle beaucoup, d'écoute, etc. Mais qui le fait vraiment? Oui, qui le fait vraiment, exact. Qui sait le faire, parce que c'est pareil aussi. Même la méditation, même le yoga, parfois, la performance va se mettre là-dessus. Oui. Il faut que je médite 5 minutes par jour, il faut que... Alors que, bah non, la méditation, tu peux le faire quand tu marches, tu peux le faire. En fait, c'est cet état d'esprit d'ouverture et d'accueil de ce qui est là, en fait. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui, dans notre société, dans notre rythme aussi, est finalement, paraît évident, simple, mais ne l'est pas. Non, ne l'est pas. Puis j'aimerais ajouter que si ça ne l'est pas, c'est pas grave non plus parce qu'on n'est pas des robots. Moi-même qui ai été beaucoup dans la performance, tu vois, j'ai découvert le yoga, j'en fais depuis longtemps, mais tu sais, pas en pratique, en studio comme je le fais aujourd'hui, à vraiment évoluer dans la pratique corporelle mais aussi spirituelle. Et en fait, mon habitude à aller chercher la performance, elle a voulu performer, faire les meilleurs asanas, gagner en souplesse. Et puis, je me suis rendu compte que j'allais plus du tout dans la mauvaise énergie, dans la bonne énergie. Et en fait, je l'accepte. J'ai un passé vraiment très douloureux avec la recherche de la performance à tout prix, le contrôle de tout, de mon corps, des émotions, de l'alimentation, que j'accepte que j'ai ce travers-là. Et que des fois, il vient me faire coucou. Et qu'en fait, je suis capable de me dire là, c'est pas forcément bon pour moi. Et j'arrive voilà, ça évolue en fait. J'arrive à retrouver de la sérénité, à le faire de manière beaucoup plus spontanée, sans recherche de performance. Et c'est vivant. Il y a des périodes où ça va être la performance qui gagne. Et la majorité du temps, je retrouve cette sérénité, cette connexion. Et je peux pas vivre sans ces séances-là de yoga, de méditation. Et c'est ok en fait, on peut pas... En plus, on est dans une société où on attend beaucoup de nous, donc on est tous un peu appelés à cette performance, à porter des masques et tout, donc on a le droit d'avoir des symptômes qui malheureusement sont généralisés, puis naturels en plus, qui viennent naturellement. Donc il faut aussi être bienveillant avec soi et de se dire, oui, c'est pas toujours parfait en fait, on n'est pas des robots, c'est pas un jour j'ai guéri puis il se passe plus rien et tant mieux. Quand on a vécu 15-20 ans d'une certaine façon, même si on fait le plus beau cheminement du monde et qu'on trouve nos réponses, je pense qu'il faut accepter que des fois c'est pas parfait en fait, je pense. Oui, complètement. Et puis comme tu dis, je pense que ce qui est important aussi, c'est que c'est vrai qu'on parle souvent de guérison, dans cet esprit un peu de... C'est comme si à un moment donné, on allait faire en sorte que c'est comme si ça n'avait pas existé. Parfois dans certains discours. Mais non, en fait, tout ce qui a été vécu va rester. C'est juste, ça va être transformé, ça va être peut-être apaisé, les charges émotionnelles qui vont avec vont être moindres qu'au début, mais tout ce qui a fait partie de notre vie à un moment donné fera toujours partie de notre vie à un moment donné. C'est ça. Je pense que les traumas ou les choses qu'on vit plus difficiles, ça reste une cicatrice, on vit avec après. C'est ça. Ouais. Okay. Après, j'aime bien l'image du kintsugi, tu sais, je sais pas si tu connais. Non. Kintsugi, c'est un art japonais où en fait on récupère des morceaux, alors je crois que c'est de porcelaine brisée. Et en fait, par exemple, imaginons que c'est un vase,
il s'est brisé. Et en fait, il va être reconstitué avec de la feuille d'or. Ok. Et donc ça, il y a une femme qui s'appelle Anya Tsai, qui elle a vécu aussi des traumatismes d'enfance, etc. Et elle a écrit un livre qui s'appelle L'or de nos cicatrices. Et c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que bien sûr que les cicatrices vont rester, et après c'est ce que tu en fais derrière. C'est ça. C'est beau comme image. Comment elles peuvent être... comment on peut remettre de la lumière en fait sur ces cicatrices-là. Et voilà. Et je trouve ça très beau comme image. Ouais, vraiment. Vraiment. Super. Très intéressant. Merci beaucoup pour cette conversation. J'adore. C'est des sujets que... Voilà, je trouve ça passionnant en fait, notre cerveau et comment on évolue. Puis on n'est pas seul là-dedans. Je pense qu'il y a une parole aussi à déployer, je trouve, autour de ça. Donc c'est pas pour rien que je t'ai appelé au micro aujourd'hui. Mais voilà, ça me fait plaisir qu'on en parle. Dernière petite question pour toi, pour clôturer. Qui aimerais-tu entendre à ce micro après toi ou dans les futurs entretiens, si tu penses à quelqu'un? Oui. Alors, j'ai eu plusieurs idées, mais là, en fait, dans la continuité de la conversation qu'on a eue aujourd'hui, qui mine de rien était quand même sur des sujets qui touchent souvent les femmes. Je pense à une amie à moi, Maëva Hubert, qui est kinésiologue et qui, elle, est vraiment spécialisée dans les étapes de la vie d'une femme et tout ce qui est autour de la féminité sacrée. Comment remettre le sacré dans notre féminin, comment vivre en adéquation avec ces cycles féminins. Et puis justement, on parlait tout à l'heure de culpabilité, etc. Et donc c'est tout ce qui va avec cette culpabilité qui parfois peut être liée aussi à sa féminité, à son corps, et voilà, et au féminin en général. Et je pense que elle pourrait être une très chouette. Oui, ça fera un beau lien avec notre conversation. Merci beaucoup. Bah écoute, merci Mélodie pour cet échange. Ce sera avec plaisir de continuer cette conversation une prochaine fois. Oui, on pourrait y rester. C'est ça, on pourrait y rester des heures, mais merci beaucoup pour ton temps. Et puis j'espère que ça aura plu à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Déborah, encore une fois pour l'invitation. Ravie d'avoir partagé ce moment avec toi et en espérant aussi que ça ait pu éclairer certains auditeurs ou personnes qui nous regardent. En tout cas, si jamais il y a des questions, je suis aussi disponible pour y répondre. Super, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Bye bye. À bientôt. J'espère que cette rencontre avec Mélodie t'aura plu et t'a permis de prendre peut-être conscience de certains schémas, certaines habitudes que tu as et qui ne te ressemblent pas, qui ne correspondent pas à tes valeurs profondes. Tu peux découvrir Mélodie sur les réseaux sociaux grâce aux informations que je mets en description de cet épisode. Si tu veux continuer un bout de chemin avec moi, je t'invite à me rejoindre dans l'infolettre où je reviens sur les sujets abordés en interview sur le podcast, mais à travers mon vécu personnel. Qu'est-ce que ça a réveillé chez moi? Est-ce que j'ai vécu ces choses? Donc je t'invite à t'inscrire pour recevoir mes confidences toutes les 2 semaines. Merci infiniment pour ton écoute. Je te dis à très vite, avec amour et bienveillance.